Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Dans cette partie, on va se concentrer sur la modélisation. Fait que, euh, dans la première partie, on a fait la partie vraiment analyse des besoins pour la réalisation de notre logiciel qui fait la gestion de la scolarité, plus exactement le module inscription. Dans cette partie, on va essayer de parcourir les différentes étapes qu'on peut faire durant la modélisation. Fait que, euh, c'est ça. Dans cette partie, on va parler beaucoup plus sur la modélisation UML. Pour les gens qui connaissent pas un petit peu la modélisation, qu'avant c'était de la modélisation Meurize. C'est avant la programmation orientée objet, mais maintenant c'est sur UML, surtout pour les logiciels, tu sais, les langages de programmation actuels, c'est vraiment de l'orienté objet. Fait que, on va essayer de donner la définition de modélisation UML, qui est le langage de modélisation unifié. En anglais, c'est Unified Modeling Language. Le langage de modélisation unifié est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes, conçu comme une méthode de normaliser dans les domaines de développement logiciel et en conception orientée objet. C'est-à-dire, il va nous dire ici, c'est pour, c'est pour les systèmes qui sont faits en orienté objet. Et puis, l'objectif, vraiment, le grand objectif de la modélisation, c'est vraiment de schématiser, de représenter notre information comment dirais-je, qu'on a accueilli durant l'analyse des besoins. Fait qu'on a un cahier de charge bien rempli, fait que maintenant, on veut passer à l'action, on veut vraiment commencer à modéliser cette information. Pour cela, on va essayer de parcourir quelques diagrammes qui sont utilisés durant la modélisation UML. On va vous parler du diagramme de cas d'utilisation. Vraiment, c'est un diagramme très important à faire au départ parce que dans ce diagramme, il va nous représenter les interactions entre l'utilisateur et le système. Et puis aussi, il va nous ressortir les différents acteurs et les fonctionnalités principales de ce logiciel. Et puis aussi, durant le diagramme de cas d'utilisation, il va regrouper vraiment plusieurs scénarios. On va vous montrer un exemple et vous allez comprendre. Comme je dis, il va nous regrouper plusieurs scénarios, c'est-à-dire on a ici le scénario étudiant qui va faire une inscription en cours, puis dans cette inscription, il va choisir un cours, puis aussi on a l'employé qui travaille à la secrétariat ou la personne qui fait les inscriptions, il va aller préparer des catalogues, des cours, puis il va mettre à jour ou saisir l'information des étudiants, mettre à jour l'information des profs, des enseignants, mettre à jour la liste des cours existants, fait que ça soit, il va ajouter, il va modifier, il va supprimer. Et puis aussi, on voit aussi que le système de facturation, ça c'est autre chose, fait que nous, on va pas parler sur ça. Fait qu'on voit aussi le professeur qui va manipuler la liste des étudiants, puis il peut manipuler aussi le catalogue des codes des cours, tu sais. C'est un schéma global. Fait qu'à partir de là, on vient de localiser les acteurs, tu sais, les acteurs principaux. Fait qu'étudiant, professeur, inscription, et puis on vient aussi de voir les services donnés pour chacun, c'est quoi la fonctionnalité de chacun. Fait que lui, il va s'inscrire, lui, il va faire des modifications, des ajouts, lui, il va manipuler, fait que lui, il va donner un cours, tu sais. Fait que, on vient de schématiser notre information. Puis, maintenant, on va passer au diagramme de séquence. Le diagramme de séquence, c'est la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML. C'est quoi ça aussi?
ça se peut rapidement, suite à la définition, c'est un peu complexe, mais c'est facile. Fait que c'est ça, fait que c'est un diagramme de séquence, par exemple, je vous donne un exemple rapidement. Fait que, par exemple, quand tu vas aller à la banque, fait que tu vas passer ta carte au guichet, puis une fois ta carte est insérée, il va vous demander un NIP, fait que c'est des séquences. Il va vous demander un NIP, fait que vous allez saisir un NIP, à un moment donné, vous allez voir un écran, c'est quoi l'opération que voulez-vous faire, fait que je vais faire un retrait, je vais faire un dépôt, je vais juste consulter, fait que c'est vraiment, c'est des séquences. Puis avec cet exemple, vous allez mieux comprendre. Fait qu'on a un étudiant qui va se connecter ou il va se présenter devant la personne qui fait des inscriptions ou il va se connecter s'il s'agit d'un logiciel qui est de réservation en ligne. Fait que, puis, une fois il se connecte, il va choisir son cours. Puis, il va aller choisir son cours, il va avoir un catalogue qui va sortir. Une fois le catalogue est sorti, il va sélectionner le cours qu'il veut. Fait qu'il faut les sélectionner et va soumettre. Puis avant de soumettre, elle va vous demander est-ce que voulez-vous vraiment valider. Fait qu'il faut valider, fait que la demande est faite. Fait que soit vous faites de la réservation en ligne, soit vous vous déplacez devant la personne qui va vous inscrire. C'est la même chose. Fait que vous vous déplacez devant la personne. Fait qu'il il va vous demander voulez-vous faire quoi. Je vais m'inscrire à un cours. Puis il va vous donner un catalogue. Fait que vous allez choisir. Fait qu'elle il va vous confirmer ce que vous voulez-vous vraiment choisir son cours. Fait qu'il va valider. Fait que c'est ça qu'est-ce qu'on appelle un diagramme de séquence. Fait que grâce au diagramme de séquence, vraiment, fait que ça se peut qu'on va sortir les différentes étapes, les différentes réactions euh, entre l'utilisateur et le système. Tu sais. Et puis maintenant, on va passer à un autre diagramme qui est le diagramme de classe, qui est vraiment un diagramme aussi très important dans la modélisation. Fait que le diagramme de classe, c'est le plan de votre système ou sous-système. Vous allez me dire, c'est quoi système ou sous-système? Oui, le système, c'est lorsqu'on parle de la réalisation complète. Par exemple, dans la gestion de la scolarité de l'étudiant, fait que si voulez-vous vraiment faire un logiciel complet, fait qu'il faut gérer les notes, il faut gérer les bulletins, fait qu'il faut gérer la facturation, il faut gérer beaucoup de choses, les salles, les horaires. Mais nous, on va se limiter juste au module d'inscription. Fait que nous sommes en train de travailler sur la réalisation d'un sous-système. Aussi, vous pouvez utiliser les diagrammes de classe pour modéliser les objets qui constituent le système. Tu sais. Oui, c'est ça l'objectif. On veut vraiment manipuler les objets que ce système contient. Puis aussi, pour afficher les relations entre les objets et pour décrire ce que ces objets font et les services qu'ils fournissent. Fait que c'est ça, on veut déterminer la relation entre les objets et c'est quoi le service vraiment offert. Pour bien comprendre, on va passer à notre diagramme de classe. Fait que suite à notre analyse de besoin la dernière fois, fait qu'on on s'est entendu qu'on va manipuler les quatre entités. Fait qu'on a étudiant, cours, inscription et enseignant. Et puis, rapidement, on vient de, tu sais, on vient de constater que entre le cours et l'étudiant, il y a une relation. Le cours et l'enseignant, il y a excusez, c'est cours et enseignant, il y a la relation enseigné. Puis entre étudiant et inscription, il y a la relation inscrire. Fait que on vient de terminer nos entités et puis nos relations. OK? Et puis maintenant, dans ce diagramme de classe de conception, maintenant on va aller plus loin, on va aller un peu avec plus de détails, puis on va vraiment appliquer les règles de modélisation, y compris les trois formes normales, etc. Fait que, puis on va commencer à parler sur l'écrit primaire et l'écrit étrangère. Fait que pour les personnes qui sont pas à l'aise avec l'écrit primaire et l'écrit étrangère, ça se peut prochainement je vais essayer de faire une capsule vidéo pour expliquer c'est quoi un clé primaire et une clé étrangère. Mais malheureusement, on va passer aujourd'hui rapidement sur les clés primaires et les clés étrangères. Fait que on regarde rapidement, on voit ici la table étudiant. On a l'ID étudiant, nom, prénom, date de naissance, adresse courriel, numéro de téléphone. Fait que
la table est en première forme normale parce qu'il possède la clé primaire, puis tous les attributs sont atomiques, puis il est en deuxième forme normale parce que euh, les relations non clés dépendent vraiment de la clé primaire, et puis aussi il est en troisième forme normale parce que les attributs non clés ne sont pas vraiment en transitivité avec la clé primaire. Fait que ça va bien. Puis c'est la même chose pour l'ensemble des tables, si j'ai déjà vérifié ça, fait que sont vraiment en troisième forme normale, fait qu'ils sont normalisés. Et puis, on va aller parler un petit peu sur les cardinalités, fait qu'on a, l'étudiant peut s'inscrire dans un ou plusieurs cours, fait que c'est pour cela, la clé des parents va aller dans l'enfant, fait que la clé primaire ici, il devient une clé étrangère ici. Puis ça, la ID inscription, c'est la clé vraiment première de la table d'inscription. Et puis, dans une inscription d'un cours, tu sais, on va avoir juste un seul étudiant par rapport à ce cours, fait par rapport à cet enregistrement. Ok? Oui, ça se peut que vous allez me dire, un étudiant peut faire un ou plusieurs inscriptions, et dans une inscription, on va avoir un ou plusieurs. Fait qu'ici, il va avoir une table d'association. Mais moi, dans ma règle, je définis vraiment dans une inscription, dans une seule inscription pour un cours, je peux inscrire juste dans un seul cours. Fait que c'est pour cela que c'est unique pour moi. Et puis ici, on a ici la relation assignée entre cours et inscription. Fait que si on regarde rapidement, un cours peut être assigné à plusieurs inscriptions. C'est normal, un cours de maths peut être assigné à plusieurs inscriptions parallèles. Fait que, puis, une inscription d'un cours vraiment, dans une inscription, le cours vraiment est assigné une seule fois. Ok? Et puis, on a ici la relation entre cours et enseignant. Fait qu'on a un enseignant peut enseigner en plusieurs cours. Fait qu'un cours, à l'instant même, fait que un cours est enseigné par un seul euh, enseignant. Fait que c'est normal, un enseignant dans un amphi, fait que il est en train d'enseigner un cours à l'instant même. Fait que ça, c'est des règles vraiment, c'est des règles ce qu'on appelle les règles d'affaires. Chacun, il va définir ses règles comme il veut. Oui, ça se peut que si par exemple, on va réaliser le système au complet de la gestion de la scolarité, fait que ces tables vont être en relation avec d'autres tables, fait que ça se peut que ça va changer un petit peu notre, notre, tu sais, notre, tu sais, notre schéma. Mais pour l'instant, nous, on va baser sur cette modélisation. Et puis ici, si on regarde rapidement, fait que lui, c'est le parent, lui, c'est l'enfant, fait que on a l'AID enseignant qui devient ici une clé étrangère. Fait que une fois, on va saisir l'ensemble des cours, fait qu'on peut ici avoir une list of values, un menu de relents qui va nous sortir l'ensemble des enseignants existants dans la table enseignant. Et puis aussi, c'est la même chose ici, on a l'ID étudiant et l'ID cours qui est foreign key, une clé étrangère ici, fait qu'ici il va avoir, fait que durant la réalisation de nos formulaires, fait qu'ici ça va être une liste of value ou une liste de relents qui va nous sortir l'ensemble des étudiants existants dans la table étudiant. Et puis ici c'est pareil, on va avoir l'ensemble des cours existants dans la table cours. Fait que c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup d'avoir suivi ce cours, et merci aussi de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis dans cette deuxième partie, on a entamé vraiment la partie modélisation, mais quand même on a touché un petit peu, mais ça peut être plus vaste que ça. Fait que moi j'ai fait une analyse superficielle pour vous montrer vraiment c'est quoi les différentes étapes que un concepteur ou la personne qui fait de la modélisation, c'est quoi les différentes étapes qui passent. Fait que c'est pas mal ça. Fait que
Fait qu'il va nous rester la troisième et la quatrième partie. Fait que dans la troisième partie, on va essayer de concevoir notre base de données. Fait que de faire vraiment la conception de la base de données. Fait qu'on va essayer vraiment de créer nos tables de base de données, de faire un script et en même temps de l'implémenter dans un GBD. Fait que j'imagine on va créer dans la troisième partie, on va créer l'ensemble, nos scripts pour l'ensemble des tables. Et puis on va l'implémenter dans par exemple le SQL Server 2014. Et puis dans la quatrième partie, on va commencer à programmer, on va commencer à retourner les interfaces pour notre logiciel. Fait que ça se peut, on va implémenter la base de données dans le GBD Oracle, puis on va programmer ça avec Apex. Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine vidéo. Bye.